Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série dans lequel nous prêtons notre micro à un spécialiste ou acteur de l'écosystème des crypto-monnaies. Aujourd'hui, je tends le micro de Cryptost à Julien de Hit the Block pour parler des flash loans, ces prêts instantanés permis grâce à la révolution DeFi qui font trembler les protocoles de la finance décentralisée justement, mais qui permettent de bien nouvelles choses. On verra avec lui le fonctionnement, l'utilité et les portes que cela ouvre, ainsi que quelques astuces. Julien, merci de nous rejoindre sur ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter succinctement? Je suis formateur blockchain sur ma chaîne IDEBlocks, donc j'apprends le développement blockchain. Et donc, avant ça, j'ai eu une autre partie de ma vie où j'ai travaillé dans la finance. Voilà. Alors on va y revenir, tu es effectivement formateur dans la blockchain, mais quand on parle DeFi et quand on prononce le nom de Flash Loan, on a très vite des connotations qui arrivent, particulièrement les hacks, mais qu'est-ce que c'est concrètement un Flash Loan? Un flash loan, c'est un moyen d'emprunter beaucoup d'argent sur la blockchain sans aucun collatéral, sans aucune contrepartie. Et avec cet argent, eh ben, on peut faire différentes choses, comme par exemple des arbitrages. Quand on parle de Flash Loan, on dit que c'est vraiment quelque chose qui a révolutionné la DeFi et qui la caractérise, qui est un outil entre l'ingénierie et la finance. Est-ce que c'est quelque chose que la finance centralisée n'avait pas? Ou est-ce que c'est quelque chose que la finance centralisée avait, mais qui était réservé à certaines élites et qui maintenant est dans la main de tout le monde? Déjà, dans la CeFi, il faut comprendre que les arbitrages, c'est quelque chose qui est très important parce que ça permet d'assurer que les marchés sont pricés à un prix correct. Donc, par exemple, si on a le même actif qui est pricé à deux prix différents sur deux échanges, eh ben, les arbitrageurs, en fait, ils vont s'assurer que le prix va être égalisé. Donc, il y a vraiment une fonction utile pour les arbitrageurs. Le problème, c'est que pour faire de l'arbitrage, il faut beaucoup d'argent. Donc, ça met une barrière à l'entrée qui est énorme. Donc, avec les flash loans, en fait, ça démocratise ce processus d'arbitrage et tout le monde peut être un arbitrageur, en fait. Et c'était ça à la base, l'objectif du Flash Loan? Quand ça avait été lancé par AAV, donc c'était en début de cette année, oui, donc c'était ce qu'ils avaient en tête. Mais après, il y a eu d'autres utilisations qui n'ont pas été prévus. Donc, malheureusement, il y a eu tous les hacks. Par exemple, récemment, il y a eu Harvest Finance, malheureusement, mais il y a eu aussi d'autres usages. Par exemple, avec des flash loans, on peut changer le collatéral d'un loan qu'on prend chez Compound. Par exemple, si on prend un loan chez Compound et avec du collatéral DAI, et ben avec un flash loan, on va pouvoir changer notre collatéral de DAI à un autre coin, par exemple. Et comment ça fonctionne concrètement un Flash Loan? Est-ce que AAV a des fonds propres effectivement qu'ils mettent à disposition? Alors il faut les rembourser dans la même boucle de transaction et tu pourras nous l'expliquer un petit peu, mais est-ce que c'est des fonds qu'ils ont réellement ou est-ce qu'ils peuvent les créer à partir de rien? Comment ça fonctionne? Alors, il faut bien comprendre qu'avec un flash loan, on emprunte de l'argent qui est dans un smart contract, mais on emprunte de l'argent qui existe déjà. C'est-à-dire que AAV ne va pas créer de l'argent à partir de rien pour notre flash loan. Donc, si, par exemple, dans le protocole de AAV, ils ont 10 millions de liquidités, bah, ça veut dire que maximum, on va pouvoir emprunter 10 millions de liquidités. D'accord, et il y a bien ce principe effectivement que dans une seule et même transaction Ethereum, il faille rembourser le collatéral, sinon la transaction ne fonctionne pas, elle ne passe pas, hein, c'est ça? Voilà, alors c'est ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Par exemple, il y a des gens qui m'envoient des emails qui me demandent: Hey, Julien, est-ce que tu peux m'aider à avoir un flash loan de quelques millions? Je les rembourse dans quelques semaines. Ça marche pas comme ça. En fait, un flash loan, ça marche dans une seule transaction. Donc, c'est-à-dire que dans une seule transaction, on va emprunter l'argent. Après, on va utiliser l'argent et après, on va le rembourser. Mais si on ne rembourse pas l'argent dans la même transaction, eh ben, en fait, tout le flash loan échoue. Donc, en fait, il n'y a pas moyen de voler l'argent d'un flash loan et de ne pas le rembourser. Ce n'est pas possible. Et pour toi, c'est vraiment une innovation propre à la finance décentralisée? Ah oui, carrément, c'est vraiment une innovation qui n'est pas du tout possible à faire avec la finance classique. Et encore, on a vu qu'une toute petite partie de tout ce qui est possible avec les flash loans. Donc oui, je pense que c'est ça qui est vraiment génial avec la DeFi, c'est que c'est pas juste la finance centralisée réinventée sur la blockchain, mais c'est bien une réelle innovation, quelque chose d'absolument unique.
Alors les flash loans, c'est utilisé, on l'a vu, pour faire de l'arbitrage, c'est aussi utilisé pour les développeurs, qui permet de tester certains protocoles, on y reviendra, toi ça te sert professionnellement, au-delà de faire des bons coups, mais ça aussi, ces flash loans étaient mis dans la main des particuliers avec le site Furucombo, qui permet à travers des blocs de commencer à tâter le terrain avec les flash loans et de faire quelques opérations. Est-ce que tu as déjà utilisé ce site-là? Alors, Furucombo, quand c'est sorti, je trouvais ça vraiment génial. C'est super bien foutu. Il y a une interface qui est super bien. D'ailleurs, l'équipe est ici à Taïwan, où j'habite. Et donc, c'est très bien pour s'initier au flash loan, pour commencer à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Le gros problème de Furucombo, c'est que si on veut l'utiliser pour des arbitrages, qui est vraiment l'application numéro 1 des flash loans, c'est un peu difficile. Parce que quand on veut faire un arbitrage, il faut le détecter et l'exécuter très rapidement. Et en général, on fait ça avec des scripts, avec du code. Hein, on ne va pas rester constamment sur, par exemple, CoinMarketCap, en train de rafraîchir le prix sur différents exchanges. Et quand on voit quelque chose, on va sur Furucombo. Ça ne marche pas comme ça. Donc en fait, Furucombo, c'est bien, mais il faut des connaissances en plus. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le flash loan prend tout son sens quand tu as des connaissances en codage, des connaissances dans le développement dans la blockchain. Et c'est là qu'on peut découvrir toute la puissance des flash loans. C'est ça, le flash loan, c'est quand même quelque chose qui est assez technique et ça va être assez difficile de créer des outils visuels où des utilisateurs finaux pourront utiliser des flash loans. En tout cas, du point de vue de l'arbitrage. Après, il peut y avoir des utilisations plus utilitaires, comme par exemple swapper le collatéral sur un loan qu'on fait sur Compound, par exemple. Bon, bah ça, il n'y a pas besoin de faire un script pour ça. On pourrait utiliser Furucombo. Mais voilà, donc en fonction des utilisations qu'on fait du flash loan, c'est mieux d'être technique ou pas. Voilà. Avant d'aller plus loin sur la technicité des flash loans et du développement dans la blockchain, tu viens de nous citer deux utilités du flash loan, donc rembourser des prêts ainsi que faire de l'arbitrage. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire avec les flash loans? Non, c'est vraiment les principales. Ah oui, enfin, il y a le hack, évidemment. Hein. Enfin, c'est pas conseillé, mais enfin, voilà, ce qui se passe en général avec les hacks de flash loan, c'est qu'en fait, les hackers utilisent le flash loan pour manipuler le prix d'un actif dans une même transaction. Et à partir de là, ils vont pouvoir drainer beaucoup d'argent d'un smart contract. Et donc ça donne vraiment des sueurs froides à tous les entrepreneurs DeFi. Ah, et puis j'allais oublier, très important, un autre cas d'utilisation des flash loans, c'est les liquidations. Donc dans les protocoles de prêt-emprunt comme Compound, quand on emprunte un token, il faut aussi fournir un collatéral. Quand la valeur de ce collatéral descend en dessous d'un certain seuil, le prêt est considéré comme en défaut et n'importe qui peut rembourser ce prêt en échange du collatéral plus d'un bonus. En général, ce bonus est de 5%. Cette opération de remboursement s'appelle une liquidation. Le problème, c'est que pour faire des liquidations, il faut avancer du capital pour rembourser les prêts qui ont fait défaut. Mais avec un flash loan, pas besoin de posséder soi-même du capital. On peut faire des liquidations sur des sommes gigantesques, par exemple des millions de dollars, et on gagne le bonus de remboursement sur la base de ce montant énorme, ce qui peut faire au final des profits assez importants. Ce hack, justement, c'est ce qui est arrivé à Harvest notamment. Alors, il y a eu tellement de hacks récemment que je me mélange un petit peu les pinceaux de quel hack et quoi. Mais par exemple, il y a eu un hack, il me semble, la semaine dernière de Chase Bank qui a été volé de un peu plus de 3 millions de dollars. Et donc, oui, c'est ce qui s'est passé pour eux. C'est-à-dire qu'il y a un flash loan qui a manipulé le prix d'un actif qu'il y avait sur un de leurs pools. Après, ils sont rentrés dans le pool, mais à un prix modifié. Après, ils ont utilisé le flash loan dans l'autre sens pour remanipuler le prix de l'actif dans l'autre sens. Après, ils sont sortis du pool et donc ils ont fait un profit à cause de ça. Et donc, ce type de hack, en fait, il est déjà connu. Donc, en gros, pour les protocoles DeFi, il ne faut surtout pas qu'ils utilisent ce qu'on appelle des on-chain oracles, donc des oracles sur chaîne, parce que c'est des oracles qu'on peut manipuler facilement avec un flash loan. C'est-à-dire comment ça fonctionne concrètement? Ça veut dire qu'ils arrivent sur Harvest, et il me semble que c'était ça d'ailleurs le problème, à rentrer sur le Vault ou le pool DAI et à modifier le prix du FDAI
à la baisse puis à la hausse, c'est ça? Oui, alors le cas classique, oui, c'est par exemple si tu veux entrer sur un pool, on va dire, qui est indexé sur le DAI. Donc, en fait, pour avoir un LP token, c'est ce qu'il appelle un Liquidity Provider Token, c'est ce que tu as en échange quand tu investis sur le pool. Donc, ce prix du LP token, il va être indexé sur le prix du DAI. Mais le prix du DAI, il va falloir le prendre quelque part. Donc, la mauvaise façon de prendre ce prix, c'est d'utiliser l'oracle, le on-chain oracle de Uniswap. Donc, en gros, le smart contract de Harvest, par exemple, il demande au smart contract de Uniswap, OK, quel est le prix de DAI à ce moment-là? Mais le problème, c'est qu'avec un flash loan, en fait, on peut manipuler le prix de DAI juste avant de rentrer dans le pool. Donc, en fait, Harvest, lui, va croire que le prix de DAI, il est, par exemple, très bas. Donc, on va pouvoir acheter ces LP tokens sur Harvest à un prix trop bas. Et après, avec le flash loan, on va manipuler sur le marché d'Uniswap, on va manipuler le prix de DAI dans l'autre sens. Donc, on va faire augmenter le prix du LP token. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à vendre ce LP token et on récupère les DAI qu'on avait investis initialement. Et donc là, on en récupère plus que ce qu'on avait mis. Donc voilà, c'est un peu le scénario. Mais ça, c'est le cas simple. Mais après, les flash loans peuvent être utilisés pour des hacks qui sont beaucoup plus complexes. Ça veut dire, quand on voit X millions d'USDC ou d'USDT qui ont été volés dans le protocole, c'est pas vraiment des USDC ou des USDT qui ont été retirés du protocole, volés? Si. C'est-à-dire que c'est des gens en fait qui avaient investi ces DAI contre des LP tokens à un certain prix. Et grâce à cette manipulation de marché, et avant, là où, par exemple, dans le pool, il y avait peut-être 3 millions de DAI, maintenant, il n'y en a plus que 2 millions. Et donc, les gens qui ont leur LP token, maintenant, quand ils veulent en fait, échanger leur LP token contre les DAI, il n'y a pas assez de DAI dans le pool pour pouvoir leur donner un prix correct, quoi. Et justement, quand on voit qu'il y a des USDC ou des USDT qui ont été volés et qu'on sait que ce sont des entreprises centralisées qui les gèrent derrière, pourquoi on ne gèle pas les tokens qui ont été piratés, enfin qui ont été hackés? En fait, ça dépend vraiment des tokens. Par exemple, DAI, c'est décentralisé, donc il n'y a pas moyen de contrôler ça. Après, USDC et Tether, effectivement, c'est centralisé. Et on pourrait se retourner vers le gérant de tout ça. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les hackers, ils ne sont pas bêtes. Ils ne gardent pas les profits en DAI ou en USDC. Ce qu'ils font rapidement, c'est qu'ils échangent. Donc, ils les transforment en général en wrap Bitcoin ou Gen BTC. Et après, ils transforment ces tokens en Bitcoin. Et après, ils utilisent un mixeur Bitcoin pour anonymiser le truc. Et après, ils finissent avec des bitcoins qu'ils arrivent à vendre quelque part et on n'entend plus parler d'eux, quoi. Au-delà d'être spécialiste des flash loans, tu es formateur dans la blockchain, justement. Qu'est-ce que c'est concrètement d'être développeur dans la blockchain? Ok, alors ça, c'est une très bonne question parce que en général, ce qui se passe, c'est que tous les gens qui arrivent dans le monde de la crypto, de la blockchain, ils sont intéressés par les crypto-monnaies et par l'argent facile. Ils voient que Bitcoin, ça explose. Donc, ils se disent, voilà, moi aussi, je peux devenir un crypto-millionnaire du jour au lendemain. Bon, on est tous comme ça, c'est normal. Mais il faut arriver un petit peu à comprendre que pour vraiment réussir sur la blockchain, il faut devenir un peu plus technique parce que tous les gens qui ont mené à bien des projets, tous les entrepreneurs, en général, ils ont des compétences techniques. Donc, après l'intérêt initial du trading, moi, ce que je recommande, c'est vraiment d'apprendre le développement blockchain. Et donc, moi, par rapport à ça, donc, je propose une formation pour devenir un développeur blockchain professionnel. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment de trouver un travail sur la blockchain bien payé. Ce n'est pas juste d'apprendre la technologie blockchain juste pour le fun. Moi, mon but, c'est vraiment de transformer les gens en professionnels. Et sur le papier, comment ça prend forme? C'est quel langage de programmation? On connaît tous un peu le langage HTML pour les sites web. Quel langage c'est pour la blockchain? Est-ce que de mon côté, avec un Mac, je peux programmer sur la blockchain Ethereum ou est-ce qu'il faut un ordinateur spécial? Comment ça marche? Alors, c'est une bonne question. Alors, déjà, c'est mieux d'avoir une petite base en développement web parce que la blockchain, c'est construit au-dessus du web et d'Internet.
Donc, il faut avoir un peu des bases en HTML, CSS, JavaScript. Il n'y a pas besoin d'être un super expert avec 10 ans d'expérience, mais bon, au moins, il faut savoir faire peut-être des petites applications simples. Et ensuite, une fois qu'on fait ça, la prochaine chose à apprendre, c'est donc comment Ethereum fonctionne. Donc la blockchain Ethereum, en gros, c'est une base de données distribuée avec des règles bien spéciales. Donc, il faut apprendre ça. Et après, il va falloir apprendre le langage de programmation Solidity, donc qui est le langage pour écrire des smart contracts sur Ethereum. Donc, au niveau de la syntaxe, ça ressemble un petit peu à JavaScript, mais c'est un petit peu trompeur parce que en réalité, le fonctionnement est très différent. Donc, ces smart contracts, en général, c'est des petits programmes de quelques centaines de lignes de code. Donc, c'est beaucoup plus petit que des applications web classiques. Par contre, on manipule de l'argent. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez sensible. Donc, en général, quand on programme un smart contract, on passe beaucoup de temps à vérifier qu'au niveau sécurité, il n'y a pas de bug. Parce que s'il y a un bug, on peut perdre beaucoup d'argent. Et puis aussi, il faut savoir qu'un smart contract, quand on le déploie, ce n'est pas possible de changer le code. Donc, ça aussi, c'est un gros problème et c'est une grosse différence avec le développement web classique. C'est-à-dire qu'une application web, par exemple Facebook, si ils déploient un bug, ce n'est pas la fin du monde parce qu'ils peuvent toujours le corriger dans un autre déploiement. Avec un smart contract, ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Est-ce qu'un élève, à la fin de ta formation, il peut créer un fork de Uniswap? Voilà, c'est ça. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Après, en combinant ce qu'on apprend dans ma formation avec du marketing, c'est complètement possible de lancer son projet blockchain. Voilà, il y a déjà eu des entrepreneurs qui sont passés par ma formation. Par exemple, le CEO de FutureSwap. Donc, FutureSwap, c'est un protocole DeFi dont on a entendu parler au début de cette année. Là, ils sont en train de bosser sur un upgrade. Donc là, pour l'instant, on n'entend pas parler d'eux. Mais voilà, donc ce CEO, il a fait ma formation et après, il a réussi à lever $1 million pour son projet. Voilà, donc il y a vraiment des choses très, très intéressantes à faire en tant que développeur blockchain. Il y a beaucoup d'investisseurs qui sont dans ce milieu-là. C'est beaucoup plus facile de lever de l'argent dans ce domaine que dans plein d'autres industries. Donc, les opportunités sont vraiment gigantesques. Tu me disais en off tout à l'heure, 2020, alors que ça a été une année noire pour beaucoup de secteurs avec la pandémie du Covid-19 qui a frappé, beaucoup d'autres secteurs dans la crypto, dans la blockchain, dans la DeFi, dans les formations, ça a été une très belle année? Carrément. Alors, je pense que il y avait déjà beaucoup d'éléments qui étaient en place avant que tout ça commence parce que donc on avait déjà la fondation, le stablecoin DAI qui a commencé à être de plus en plus utilisé. On avait Uniswap aussi qui commençait à être de plus en plus populaire. On a eu l'étincelle un petit peu avec les flash loans en début d'année. Et donc, en fait, l'envolée DeFi a commencé avant la crise. Il n'a pas été trop impacté par la crise. Et c'est d'autant plus incroyable, en fait, parce que moi, je trouve ça vraiment incroyable que cette industrie puisse à ce point exploser dans un univers qui est aussi défavorable. Parce que dans ces cas-là, on se dit, mais qu'est-ce que ce serait dans une économie qui serait super bullish? Donc, voilà, pour moi, la blockchain, c'est vraiment une industrie qui est increvable. Plein de fois, on a entendu des journalistes dire « Ah, ça y est, c'est fini, là, c'est le coup ultime pour la blockchain. » Et non, la blockchain, elle est toujours revenue plus forte après. Donc, voilà, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. Comment tu as perçu l'arrivée de la DeFi? Finalement, Internet a tout bouleversé, sauf le milieu bancaire. On a toujours été le client, plus ou moins numérique, plus ou moins digital, mais c'est toujours la position de client. Et là, avec la DeFi, on devient acteur. Comment tu as perçu ce changement de paradigme où la blockchain a encore réussi à rabattre les cartes et à faire des choses assez folles avec la finance qui était réservée aux mêmes gens depuis très longtemps? Oui, c'est vrai que c'est un changement sociétal et je pense qu'on n'en prend pas encore conscience parce qu'on est vraiment au tout début de tout ça. Mais oui, il faut bien voir qu'au niveau de l'innovation technologique, le monde de la finance a toujours été énormément à la traîne. Par exemple, il n'y a pas d'API pour une banque. Si par exemple, je suis une startup que je veux construire un espèce de service financier connecté à des banques, etc., c'est extrêmement difficile parce que je ne peux pas
toquer à la porte des banques, BNP, Société Générale, etc., et leur dire voilà, vous avez votre REST API, etc. Non, ils vont dire non, non, on ne partage rien du tout. Donc, par rapport à ça, le fait que tout cet écosystème de la blockchain soit ouvert, c'est vraiment un gros changement. Quand on est entrepreneur DeFi aujourd'hui et qu'on veut construire son propre projet, on n'a pas besoin de demander l'autorisation à d'autres projets pour s'intégrer à leur smart contract. Les smart contracts qui sont complètement libres d'utilisation, hein, c'est comme si c'était une API ouverte à toutes, enfin à tous et à toutes. Donc ça, c'est un énorme changement. Aussi, ce qui est absolument gigantesque, c'est le fait qu'il y a pratiquement pas de régulation pour tout ce qui est DeFi, blockchain aujourd'hui. Donc ça, encore une fois, c'est un environnement qui est extrêmement propice à l'innovation. En comparaison, si on veut faire de l'innovation dans le domaine de la finance classique, pour le Pékin moyen, c'est quasiment impossible parce qu'il tout de suite, il va y avoir des régulations incroyables. Par exemple, il me semble qu'aux États-Unis, si on veut créer une banque, il faut au moins 20 millions de dollars qui soient loqués quelque part, des frais d'avocat incroyables, etc. Et donc, à cause de ça, ça reste le précaré d'une certaine élite qui se sent pas du tout bousculée par la compétition et donc, par rapport à ça, qui continue de nous faire pâtir d'une technologie antique avec des coûts absolument incroyables. Les coûts de transfert de l'argent, aujourd'hui, c'est de la folie. Alors, si on vit en France, qu'on fait que des transferts de monnaie en France, bon, peut-être qu'on s'en aperçoit pas toujours. Mais par exemple, moi qui vis à l'étranger et qui fais souvent des transferts entre pays, mais à chaque fois, c'est la panique. Enfin, les systèmes de transfert ne sont pas du tout standardisés. À chaque fois, il y a toujours la petite corde. Un système utilise l'IBAN, l'autre aux États-Unis, ils ont encore un autre truc, etc. Quand on compare ça avec le transfert d'argent sur la blockchain, mais c'est le jour et la nuit, quoi. Sur la blockchain, voilà, pour moi, c'est super facile de travailler avec des gens. Par exemple, si j'embauche un freelancer pour ma chaîne Hit the Blocks et que je dois le payer, voilà, tout ce que j'ai besoin, c'est son adresse Ethereum et boum, j'envoie l'argent et puis c'est tout. Donc, oui, il y a une grosse pression de la DeFi. Après, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment ces deux mondes, la DeFi et la finance centralisée, vont co-évoluer. Il y a beaucoup de gens qui disent que voilà, la DeFi va écraser la finance centralisée. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi spectaculaire que ça. Je pense qu'il y aura quand même une longue période où les deux coexisteront et où la finance centralisée va un petit peu faire semblant de devenir, comme la DeFi, va faire semblant de devenir un peu plus open. Mais en fait, pas du tout. Dernier exemple en date, il y a PayPal qui a annoncé que on va pouvoir acheter des bitcoins et de l'Ether sur leur plateforme. Mais en fait, tout ça, c'est un peu n'importe quoi, puisque en fait, ils ne donnent pas vraiment accès à la clé privée. C'est eux qui contrôlent tout. Donc, tous les cryptos qu'on achète avec PayPal, ça ne peut pas être transféré à notre adresse. Donc, ça veut dire que du jour au lendemain, s'ils décident de loquer notre compte, ce qu'ils font d'ailleurs pour un oui ou pour un non, c'est fini. Donc, voilà, c'est assez intéressant ce qui va se passer. Et l'année prochaine, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de bras de fer entre la DeFi et les régulateurs. On va voir ce qui va se passer. Toi qui arrives de la finance traditionnelle, quand tu as vu tout ce qui se faisait un peu dans la DeFi, quand tu as vu que des tokens, d'ailleurs j'en ai parlé à quelques connaissances dans la finance traditionnelle, qui se disent non mais attends, ce token de gouvernance machin, qu'est-ce qu'on s'en fiche de sa valeur, comment ça se fait qu'il soit aussi haut toi, comment tu leur expliques que derrière ce token, il y a un peu plus que du vide et deuxième question, comment tu expliques à tes élèves, comment tu arrives à leur expliquer le fonctionnement de ces tokens et la manière dont on leur donne de la valeur, justement. Je pense qu'effectivement, il faut bien séparer les choses. Enfin, d'un côté, il y a l'aspect spéculation qui nous attire en général dans le monde de la crypto. Et oui, bon, voilà, c'est normal, c'est le jeu. Les gens voient qu'un token va beaucoup augmenter. Donc, voilà, ils l'achètent. Après, ils le dump. Et puis, voilà, ils espèrent faire un profit. Mais donc, on peut jouer un petit peu à ces petits jeux, mais il ne faut pas vraiment avoir trop d'espoir par rapport à ça. Voilà, quelqu'un qui part de rien, d'aucun capital, je ne lui conseille pas de mettre tous ses espoirs là-dedans et de croire qu'avec ce genre de choses, il va devenir riche. Non.
Ce qu'il faut voir vraiment, c'est que le vrai changement sociétal qui est apporté par la blockchain. Et donc, par exemple, ces tokens de gouvernance, ils peuvent vraiment changer la société en profondeur, en fait, en retirant le besoin qu'on a d'avoir tous ces dirigeants politiques. Dans le futur, on pourrait vraiment avoir un système avec des communautés beaucoup plus autonomes. Et donc voilà, elle est là vraiment l'innovation. Et donc ça, c'est l'expérience gigantesque qui est en train d'être faite avec tous ces protocoles DeFi. C'est vraiment la communauté qui décide de l'évolution du protocole. Et voilà, et c'est ça qui est vraiment génial. Euh, oui, donc pour les gens qui veulent spéculer sur tous ces tokens de gouvernance, euh, vous pouvez le faire, voilà, juste pour le fun, mais faut quand même pas trop investir. Faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier. C'est juste pour le fun. Enfin, voilà, 90% de la valeur du token de gouvernance, c'est de la spéculation, c'est sûr. Euh, donc après, pour les gens qui veulent créer leur token et leur donner de la gouvernance, ben, je dirais qu'il n'y a pas de secret en fait. C'est ce qu'on vend en fait dans son projet, c'est pas mal sa marque personnelle et la marque de l'équipe. Donc, il faut être sérieux, il faut s'engager dans le monde de la blockchain sur le long terme pour développer sa réputation. Et quand on a une bonne réputation, eh ben, les gens ils penseront qu'il y a de la valeur dans le token, il y a de la valeur dans le projet. Par exemple, c'est le cas d'André Cronray. Il n'a pas besoin de faire comment, des spots publicitaires ou des campagnes marketing, etc. Non, les gens croient en lui et quand il fait un projet, et ben, tout de suite, les gens arrivent sans aucun problème. Donc voilà, il faut plutôt investir dans sa réputation sur le long terme, je dirais. Sur les tokens de gouvernance, Uniswap par exemple, on a vu depuis qu'ils ont lancé le token Uni qu'il y a quelques problèmes. Les votes ne fonctionnent pas parce que les gens ne votent pas et qu'il faut un minimum de, il me semble, 40 millions de votes à chaque fois. Comment ça se fait que ce gros protocole-là, qui est sans doute le protocole de DeFi référence, n'arrive pas à utiliser son token de gouvernance correctement? Je pense qu'on est encore en train d'expérimenter sur tous ces modèles de gouvernance. Donc, c'est normal qu'il y ait encore un petit peu des ratés par rapport à ce niveau-là. Bah, par exemple, peut-être que la solution, ce serait d'avoir un système de bonus-malus par rapport aux gens qui votent ou qui ne votent pas. Donc, quand on a les tokens de gouvernance, bah, si on rate un certain nombre de votes, bah, peut-être qu'on est un peu pénalisé. Au contraire, si on vote régulièrement, on va peut-être avoir un peu plus de tokens. Un peu de la même façon dans le staking sur Ethereum 2.0 fonctionne. En tant que validateur, si on manque des blocs qu'on ne valide pas, bah, on finit par perdre un petit peu son stake petit à petit. Je sais que pour le vote dans le monde de la politique, il y a des gens qui lançaient aussi cette idée de pénaliser les gens qui ne votent pas. Donc voilà, peut-être que c'est ce qui fera dans le futur. Enfin, en tout cas, on a encore le temps d'expérimenter pour trouver le modèle qui fonctionne. Est-ce qu'on peut devenir millionnaire avec les flash loans? En théorie, oui. Après, ça va demander quand même des efforts, hein. Donc, c'est impossible qu'une personne qui connaîtrait un flash loan juste, voilà, se renseigne quelques jours, trouve un arbitrage d'opportunité, utilise un flash loan et devienne millionnaire. Ça a certainement un processus un peu plus long, certainement plusieurs mois, voire plus, à faire des recherches, à mettre des scripts en place, à peaufiner un petit peu ces scripts. Donc, c'est un petit peu ce qu'on voit dans ma formation sur le flash loan. Et on fait tourner ces scripts. Et puis tout d'un coup, quand le marché bouge, et ben, tout d'un coup, tous les scripts s'activent, trouvent des opportunités. Voilà, ça marche un petit peu comme ça. C'est un petit peu comme, je dirais que c'est un peu similaire au surf, en fait. Si on va, pour les gens qui font du surf, bon, bah, enfin, on va surfer, puis on attend la vague, et puis voilà, il se passe rien, il se passe rien. Puis voilà, tout d'un coup, dans l'espace de quelques minutes, il y a quelques vagues de folie qui passent, et il faut les attraper. Et si on les loupe, bah, après, il faut réattendre pendant longtemps. Donc voilà, je dirais que c'est un peu similaire sur l'arbitrage et les flash loans. Est-ce que tu pourrais donner un conseil à deux personnes différentes? La première, à celui qui a envie de se lancer dans le développement, de s'essayer au code dans la blockchain. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil pour démarrer? Et la deuxième personne, c'est celui qui a envie de s'essayer au flash loan. Comment là aussi il pourrait démarrer? Est-ce que tu as un petit conseil pour ces deux personnes-là? Ok, alors d'abord, pour celui qui veut devenir un développeur blockchain ou entrepreneur, dans les deux cas,
je conseille d'abord de commencer par la technique. Hein. Si on veut être entrepreneur, au début, le prototype de son projet, on va très certainement devoir le coder soi-même. Il y a très peu d'entrepreneurs à succès qui, je sais pas, qui dépensent du 50 000, 100 000 euros pour leur premier prototype. Déjà, il y a peu de gens qui ont envie de dépenser cet argent-là, de mettre autant de risques pour un prototype. Et deuxièmement, quand on travaille sur son prototype, il faut faire beaucoup de changements assez rapidement. Et donc, si on travaille avec des développeurs externes, en fait, ça va vraiment ralentir le process. Alors que si on bosse nous-mêmes sur notre propre prototype, c'est rapide de faire les changements. On n'a pas besoin d'envoyer un email à nous-mêmes. Hein. La communication est plus facile. Donc ça, c'est super important. Après, une fois que le prototype est en place, ce qui peut être intéressant, c'est de participer à des hackathons. Donc, il y en a plein dans le monde de la blockchain. Avec le hackathon, on va essayer de remporter. Donc, en gros, un hackathon, c'est une compétition de programmation pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, grâce à ce hackathon, l'objectif, c'est d'arriver parmi les finalistes et de se faire remarquer. Et après, quand on se fait remarquer, là, il y a les investisseurs qui commencent à se ramener. Et donc, très rapidement, on peut avoir du 100 000, 200 000, 300 000 euros d'investissement, voire plus. Par exemple, les deux frères qui ont créé Instadab, donc c'est des Indiens de, je crois qu'ils avaient 17 et 18 ans à l'époque, quand ils ont créé ça en 2018. Ils ont fait un hackathon. 6 mois plus tard, ils ont reçu, il me semble, 2 millions de funding, notamment de Andreessen Horowitz, qui est un des plus gros fonds d'investissement dans la Silicon Valley. Donc voilà, il y a un peu une trajectoire bien tracée pour ceux qui veulent créer des projets blockchain. Et ensuite, pour celui qui est intéressé dans les flash loans, donc évidemment, je conseille au début d'expérimenter un petit peu avec Furucombo. Et après, la prochaine étape, ce serait de créer un script d'arbitrage qui puisse exécuter les flash loans automatiquement. Et donc là, c'est là où ma formation sur les flash loans peut être assez intéressante. Et après, pour encore plus pousser le truc, il faudrait customiser en fait les scripts que moi je donne dans mon cours. Donc, dans mon cours, on fait un arbitrage entre Kyber et Uniswap. Mais après, c'est possible de customiser ce script et de faire des arbitrages entre encore plus d'échanges, donc pour avoir encore plus d'opportunités de faire un profit. Et après ça, je conseille de se mettre à fond sur la technique, de devenir développeur blockchain et de ne pas rester juste sur le flash loan. Le flash loan, c'est l'apéritif. Voilà. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir justement après cet apéritif? En gros, quand on devient développeur blockchain, donc il y a deux options. Hein. Enfin, soit on crée son projet blockchain, soit deux, on devient un employé et on travaille pour un projet blockchain. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les salaires des développeurs blockchain sont assez élevés. Ils sont plus élevés que les développeurs normaux. Moi, je cite toujours le chiffre de 100 000 dollars par an. Un développeur blockchain, c'est tout à fait possible de gagner cette somme. C'est même possible de gagner encore plus que ça. Alors, je sais que pour les gens qui travaillent avec les entreprises françaises, ça peut sembler un peu fantaisiste d'avoir des salaires comme ça. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la blockchain, c'est une entreprise qui est complètement globalisée. Il y a beaucoup de gens qui travaillent en remote. Donc, par exemple, de France, on peut travailler pour une entreprise qui est en Angleterre ou aux États-Unis, ce qui paie en général plus. Voilà, donc si on a les compétences, les entreprises à l'étranger, elles sont OK pour embaucher où le talent se trouve. Voilà, donc voilà, c'est un petit peu ça qu'il y a après. Et de toute façon, même si, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui commencent par devenir un employé dans un projet blockchain et après, ils deviennent entrepreneurs à leur tour. Voilà, donc tout est possible. Et dernière question de notre échange, toi, quel projet DeFi tu aimerais voir arriver pour faire passer encore un cap à cette technologie? Je pense qu'il serait assez intéressant, c'est de voir de plus en plus d'intégration avec des moyens de paiement avec la blockchain, par exemple dans le monde du e-commerce. Donc, si on voit de plus en plus de merchants qui acceptent des cryptos, donc il pourrait y avoir une startup qui se concentre là-dessus. Si on pouvait avoir un gros acteur du genre Amazon, par exemple, qui commence à intégrer la crypto, là, ce serait vraiment quelque chose d'énorme.
aussi un projet qui se concentre sur, par exemple, le paiement des salaires en crypto. Enfin, vraiment qu'on commence à s'attaquer au gros pan du monde de la finance centralisée. Et je pense que très bientôt, on aura les moyens de rivaliser à ce niveau-là. Merci beaucoup Julien d'avoir répondu à toutes nos questions. Je pense que ça a permis d'avoir un aperçu global des flash loans qui sont tout de même une pierre importante dans l'édifice DeFi. N'hésitez pas à aller faire un tour sur son site web Eat the Block pour vous renseigner un peu sur toutes ces formations. N'hésitez pas non plus à nous proposer sur Twitter ou Telegram le nom de d'autres intervenants que vous aimeriez entendre sur ce podcast. D'ici là, restez curieux et connectez au site de cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.